un peu de notre échange. Donc, à la fois, on va présenter Ronalpia et donc ses partenaires, Alter Incube et le GRAP, pardon. Puis, on vous parlera de ce fameux décryptage, changement d'échelle et développement. Donc, voilà, comprendre un peu mieux de quoi parle-t-on quand on parle de développement, quand on parle de changement d'échelle, pour vous aider aussi, vous, à vous positionner. Et puis ensuite, on vous présentera chacun des deux parcours dont on lance l'appel à projet aujourd'hui, le parcours développement sur la métropole de Lyon et le parcours régional changement d'échelle, donc sur l'ensemble des territoires de Rhône-Alpes. Et puis, on vous donnera quelques informations sur ce fameux appel à projet avant de prendre vos questions. Je dirais que s'il y a vraiment une question qui vous brûle les lèvres et qui vous empêche de continuer à nous écouter, levez la main pour qu'on y réponde. Sinon, je veux bien que vous preniez un petit papier pour le noter ou sur votre ordi pour poser plutôt la question à la fin, comme ça on déroule un petit peu. Mais voilà, n'hésitez pas si vraiment vous avez une question importante à poser. Alors, il faut que je clique là. Avant de rentrer dans la présentation un peu de qui on est en tant que structure, je voulais quand même reposer bien pourquoi on est là aujourd'hui. On vous réunit parce que donc on lance aujourd'hui 2 appels à projets en parallèle. On a fait le choix cette année de mutualiser le lancement des appels à projets changement d'échelle régionale et développement lyonnais. Donc ce sont bien 2 programmes différents. Je pense que ça sera beaucoup plus clair pour vous à la fin, mais voilà, ça nous paraissait important de bien le préciser. Le programme développement, c'est un programme qui est coporté donc par Ronalpia, Alter-Incube et le GRAP, qui vous seront présentés tous les 3 juste après, et qui est en partenariat fort avec la métropole de Lyon. C'est un programme qui donc est déployé pour les structures qui ont leur siège social. Tu préciseras, Léopold, mais il me semble que c'est bien ça, ont leur siège social et leurs actions sur la métropole de Lyon. Le programme Changement d'échelle, c'est un programme régional. Il est porté par Ronalpia, en tout cas officiellement, on ne le coporte pas, ce programme-là. Donc, c'est un programme régional. On peut y candidater et participer depuis n'importe quel territoire d'action de Ronalpia. On lance donc un appel à projet en parallèle du 17-18 février au 31 mars. On vous en parlera juste après. Et puis, on vous a remis les dates là. Je rentre pas forcément dans les détails. D'ailleurs, la journée de lancement de changement d'échelle a un peu évolué. Donc, la slide n'est pas à jour. On la mettra bien à jour pour vous l'envoyer. Ça sera plutôt les 9 et 10 juin. Rapide tour, on va rentrer dans les détails plus tard, mais rapide tour sur les critères de sélection de ces 2 programmes. Donc, dans le programme développement, il faut bien être basé sur la métropole de Lyon, je l'ai déjà dit. Et l'autre critère principal, c'est le fait que votre organisation ait au moins 2 ans d'existence. Sur changement d'échelle, on a plus de critères. Sur le côté régional, sur le côté géographique, je vous l'ai dit, le critère est plus ouvert. En revanche, on a besoin que ce soit des organisations qui ont au moins 3 ans, qui emploient au moins 2 équivalents temps plein, donc qui sont bien les organisations employeuses. Votre chiffre d'affaires ou votre budget s'élève au minimum à 200 000 euros et que vous ayez une ambition de changement d'échelle forte, avec l'ambition à minima de tripler votre impact d'ici 3 ans. Voilà, on va re-rentrer un peu dans les détails là-dessus par la suite. Alors, pour vous éclairer un petit peu plus, pour les quelques personnes ici qui ne nous connaissent pas, parce que je pense qu'une bonne partie, soit on a déjà échangé, soit pour certains, vous avez même déjà participé à un de nos programmes. Ronalpia, on est une organisation qui donne plus d'ampleur à l'innovation sociale pour répondre aux fragilités de notre société, et on agit vraiment sur les territoires, sur le terrain. On part du principe que les solutions partent des territoires, et donc on cherche vraiment à soutenir ça. On le fait de 3 manières, on a 3 métiers. La première manière, c'est de favoriser les écosystèmes propices au développement de l'innovation sociale. Donc, on est vraiment en lien avec l'ensemble des parties prenantes de l'économie sociale et solidaire sur nos territoires d'action, et puis sur d'autres, hein, parce qu'on est aussi, on collabore aussi au niveau national sur plein d'aspects. Notre métier, on va dire, le plus visible et pour lequel on se parle aujourd'hui, c'est le fait d'accompagner chaque année des entreprises sociales. Donc, voilà, environ 150 entreprises sociales qui sont accompagnées chaque année par Ronalpia sur des programmes propres et des programmes coportés parfois avec des partenaires. Et est-ce que la personne qui vient d'arriver pourrait couper son micro, s'il vous plaît? Merci. Et notre troisième métier, c'est vraiment celui de fédérer, connecter les personnes qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire et de faire communauté. Quand on devient intrépide chez Ronalpia, on ne reste pas intrépide que pendant la période d'accompagnement, mais pendant toute sa vie d'entrepreneur social. Et donc, derrière, on est en lien
avec tous les intrépides qui ont été accompagnés un jour par Ronalpia. En termes de territoire, je vous laisse regarder la carte, je rentre pas plus dans les détails. Nos accompagnements, rapidement. Donc, on accompagne en ce qu'on appelle anté-création, donc avant la création, par différents formats courts sur lesquels on va dans les différents territoires pour vraiment venir accompagner les personnes qui sont à la phase de l'idée ou à la phase de l'envie d'entreprendre. Ensuite, notre programme historique, c'est le programme d'accompagnement à la création qui s'appelle Incubation, qui est présent dans l'ensemble des 9 territoires de Ronalpia. Et puis, depuis un certain nombre d'années et de manière de plus en plus importante, on accompagne aussi au développement avec un certain nombre de programmes qui sont soit des programmes généralistes, soit des programmes spécifiques sur certaines thématiques de développement. Et aujourd'hui, on va se parler plus spécifiquement du programme donc développement à Lyon et du programme changement d'échelle régional. Je vous donne juste une petite précision. On est en train de lancer des expérimentations du programme de développement à Grenoble. Voilà, donc je ne vais pas en parler plus en détail aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans une phase d'expérimentation, mais je vous le glisse ici, soit pour vous, soit pour des structures que vous connaîtriez, des copains qui auraient besoin d'être accompagnés plutôt sur cette phase-là autour de Grenoble. Vous pouvez aussi les mettre en contact avec moi parce que c'est moi qui travaille là-dessus. Et puis on a aussi des programmes thématiques avec notamment le programme des boucles, dont je vous parle ici parce que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous sur les thématiques de l'économie circulaire, qui a lieu à Lyon également. Et puis, le programme développement, Léopold va vous le préciser tout à l'heure, a aussi une thématique alimentation. Voilà, donc j'avais une petite animation pour vous montrer que c'était bien les programmes développement et changement d'échelle dont on allait se parler aujourd'hui. Et une dernière info, nos chiffres clés. Depuis Ronalpia, je crois qu'on va avoir 12 ans cette année, si je me trompe pas. En tout cas, on a accompagné plus de 1000 entrepreneurs. On a fait plus de 1000 accompagnements, pardon, depuis notre création. Aujourd'hui, on a près de 800 entreprises sociales dans notre communauté. Un chiffre que j'ai envie de vous partager ici, c'est qu'aujourd'hui, on a près de 60% des entreprises sociales accompagnées qui sont en phase de développement ou qu'on accompagne sur des programmes thématiques. Ça, c'était pas le cas il y a 10 ans parce que Ronalpia, au départ, on était vraiment un incubateur. Et aujourd'hui, on est vraiment aussi spécialisé sur l'accompagnement au développement. Voilà pour Ronalpia. Léopold, je peux te laisser prendre la suite sur la présentation de Alter Incube et du GRAP, donc pour le programme développement qui est coporté. Merci Marie. Comme vient de le dire Marie, nous on coporte ce programme développement à 3 structures. Du coup voilà, ça fait maintenant pour la 5e édition qu'Alter Incube coporte le programme développement avec Ronalpia. Bon, entre-temps le programme a changé de nom. Si vous cherchez sur internet, vous trouverez peut-être la Fabrique à Solutions. C'était le programme développement fut un temps. Et pour la 3e année consécutive en 2025, le GRAP s'est joint à nous. Le GRAP que je vous présente dans les slides juste après. Est-ce que tu veux bien passer la slide, s'il te plaît, Marie? Pour vous dire, tout d'abord, nous, Alter Incube, on est un réseau d'incubateurs d'innovation sociale qui est porté par une association qui s'appelle l'Union régionale des SCOP et des SIC, l'URSCOP. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une association qui, en l'occurrence, est basée sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans toute la région, et qui accompagne au développement de SCOP et de SIC, c'est-à-dire des sociétés commerciales qui appartiennent à leurs salariés. L'URSCOP souhaitant porter des modèles qui coopèrent et des structures qui cherchent à répondre à des besoins sociaux sur les territoires, s'est doté d'Alter Incube. Je suis donc salarié de l'URSCOP, mais au sein du dispositif Alter Incube, qui est donc un incubateur d'innovation sociale. On est donc sur toute la région et ça fait à peu près 12 ans qu'on accompagne des projets d'innovation sociale de différentes natures par différents moyens. Et l'un de ces moyens, c'est le programme développement. On a différents types d'accompagnement. Aujourd'hui, en l'occurrence, je vais vous parler de celui qui est tout à droite, le programme développement. Mais au cas où, et si jamais ça vous intéresse, sachez qu'on a aussi des accompagnements avant la création, qui s'appellent Entreprendre demain, ainsi que des accompagnements à la création, qui s'appellent Bâtir demain. Et si vous souhaitez échanger à propos de ces accompagnements dans un autre cadre, c'est tout à fait possible si vous me recontactez.
Et du coup, pour présenter le GRAP, qui n'ont pas pu être représentés aujourd'hui, le collègue qui coporte de son côté n'était pas disponible malheureusement. Le GRAP, c'est donc une coopérative qui fait partie du réseau de l'URSSCOP, mais c'est une coopérative distincte qui accompagne des entrepreneurs qui portent des projets dans la filière de l'alimentation biologique, de la fourche à l'assiette, de la production à la consommation. De la même façon, le GRAP est basé dans toute la région et prône du coup, voilà, une moyen tout en portant des valeurs d'indépendance des différentes activités. Et le GRAP porte le volet alimentaire du programme de développement que je vous présenterai juste après. Super, merci beaucoup Léopold. Je reprends la suite. Voilà, sur cette partie décryptage qu'on vous a annoncé en début de webinaire. Donc, quand on parle de changement d'échelle et de développement des entreprises sociales, finalement, de quoi parle-t-on? Alors, avant de vous apporter notre éclairage là-dessus, on aimerait bien vous demander, vous, dans le chat, de noter où vous pensez en être avec votre structure. Est-ce que vous pensez que votre structure est en phase de structuration, de lancement? Est-ce que vous pensez que vous en êtes à la phase plutôt de la validation du concept et du modèle? Plutôt dans la phase de consolidation et de développement? La consolidation est un peu en amont du développement. En tout cas, parfois, les deux peuvent se jouer un peu en même temps. Ou est-ce que vous pensez être dans la phase de changement d'échelle? Donc, la proposition, c'est que dans le chat, vous notiez le nom de votre structure et l'état d'avancement sur lequel vous pensez être. On va se laisser 1 minute pour ça. Et puis, on va regarder un peu les résultats. Pensez bien à mettre le nom de votre structure. Alors, la question, elle n'est pas sur le programme, hein. Je vois que j'ai un message là qui dit ne répondant pas encore aux critères d'ancienneté. Mais vous pouvez aussi vous positionner là, c'est au-delà du programme. C'est est-ce que vous pensez que vous êtes en phase d'anticipation d'un changement d'échelle? Est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt dans des phases amont? Donc, je vois que Pauline de Tissage, tu indiques que vous êtes plutôt en phase de structuration et consolidation. Alors, je crois que c'était pas une option, donc ça veut dire que c'est plutôt en phase de développement, si je comprends bien. Julien Mountain Wilderness, développement permanent, effectivement, et changement d'échelle. Ok. Didam donc, consolidation et développement. Ok. L'air aéré entre les deux. Ok. On verra si l'éclairage qu'on apporte peut aider. Puis sinon, l'idée, bien sûr, c'est qu'on puisse se reparler derrière pour affiner. L'Institut Sport Écologie Consolidation. L'Innomédiation, vous êtes plutôt dans une phase de consolidation et développement de la clientèle. OK. Théatricité, développe entre les deux. OK. Donc, à affiner. Atelier Minga, consolidation, développement. Amandine, la brigade des Gaunes, vous êtes plutôt en consolidation. Robin Desvilles en développement. Apitoc, ok, donc développement, mais il y a un projet de changement d'échelle avec l'SMH. Ok, super, merci d'avoir joué le jeu. Et je vous embarque dans ce décryptage et puis je vous reposerai la question à la fin. Voir si ça a évolué pour vous. Alors, donc, on vous propose ce petit graphique. Certains d'entre vous ont peut-être déjà regardé les différents webinaires de l'Avise qui fait de très bons webinaires sur le changement d'échelle. Vous retrouverez dans mon décryptage pas mal de choses qui viennent de l'Avise parce que tout simplement, ils font un travail de grande qualité. Donc je me suis appuyée dessus, mais on a aussi, on a fait aussi notre propre version de tout ça. Et donc, on a notamment recréé notre propre schéma ici pour pouvoir vous parler de nous, ce qu'on constate vraiment sur le terrain. Donc, on a plusieurs jalons. Le premier jalon, c'est l'identification de l'opportunité qui est en parallèle d'une envie d'entreprendre ou en tout cas d'une envie de répondre à un besoin sur le terrain. Et donc, à partir de ce jalon-là, on va rentrer dans la première étape qui va être l'étape de structuration du projet et qui va permettre de lancer le projet. Donc ça, c'est la fameuse étape sur laquelle Alter Incube peut accompagner sur de l'incubation et Ronalpia aussi. C'est pas les mêmes typologies de projets qui sont accompagnés chez Ronalpia et chez Alter Incube. Donc si vous connaissez des projets qui en sont à cette phase-là, n'hésitez pas à nous en reparler pour qu'on vous dise chez qui c'est le plus pertinent qu'ils aillent candidater. Mais en tout cas, voilà, là c'est vraiment une phase que nous on appelle incubation. Et puis on arrive au jalon de la création de la structure.
Donc, en général, ça peut aussi intervenir pendant l'incubation, de manière, il me semble, très, très occasionnelle. Ça arrive même juste avant le démarrage de l'incubation. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans cette phase-là de lancement de la structure jusqu'à la création. Et puis, une fois que la structure est créée, on rentre dans cette étape de validation du concept et du modèle. Donc, on continue à expérimenter, à tester l'activité, à tester le modèle, à vérifier que la solution qui est proposée correspond bien aux besoins des bénéficiaires, aux besoins du territoire sur lequel on implante sa solution. Donc, on est dans une phase où on commence à se structurer. On n'a pas forcément d'équipe encore à ce stade-là. C'est une étape où souvent l'entrepreneur peut être soit assez seul, soit un petit début d'équipe. Et il va travailler à aller chercher sa preuve, à aller vérifier que son concept fonctionne bien et à aller faire ce qu'on peut appeler une preuve de marché. Donc, vérifier aussi que y a bien un besoin sur le territoire et que la solution qui a été construite correspond bien aux besoins. À partir de là, nous, on considère que vous rentrez dans la partie consolidation et développement, qui est donc cette fameuse phase où on va venir justement consolider un certain nombre de sujets, le modèle économique, consolider un début d'équipe, des partenariats, et puis s'autoriser aussi à penser au développement de la structure, qui peut être un développement plus ou moins long, plus ou moins linéaire, mais nous, quand on parle de développement, on est plutôt dans cette phase où on n'est pas encore complètement en stabilité économique et où surtout on a une croissance qui est linéaire. Quand je parle de croissance, entendons-nous bien, je parle d'une croissance de différents éléments de la structure. Donc, bien sûr, il y a une croissance économique en général, qu'elle soit via un chiffre d'affaires, via un budget avec des financements, etc., etc. Mais je parle aussi de la croissance de la taille de l'équipe, du nombre d'activités, enfin, de la taille de l'activité, de la croissance de l'impact, etc., etc. Et puis là, on arrive à un jalon qui est la stabilité économique, la stabilité de l'activité et de l'équipe. Quand je parle d'équipe, ça peut bien sûr comprendre les bénévoles, et puis on peut mettre ici aussi la gouvernance. Et à partir de ce jalon-là, on estime que il y a un peu deux options qui se dessinent. Soit on poursuit un développement linéaire, tout simplement parce qu'il n'y a pas de volonté forcément d'aller changer d'échelle, ou parce que c'est pas le bon moment pour l'équipe, pour les dirigeants, pour la gouvernance, pour le marché, etc. Enfin, pour le milieu dans lequel on intervient. Soit on peut faire ce choix à partir du moment où il y a une certaine stabilité qui est installée, d'aller changer d'échelle, d'aller préparer un changement d'échelle. Je vais vous en parler juste après de qu'est-ce qui fait qu'on peut faire ce choix-là, qu'est-ce qui pousse à faire ce choix de changement d'échelle. Mais voilà, c'était pour vous dire que ce changement d'échelle, on a une vraie, je parlais de croissance tout à l'heure, on a, vous voyez, un vrai pic d'activité, un vrai pic de la structure vit un chamboulement dans un certain nombre d'aspects de son organisation, que ce soit l'activité, les financements, les équipes ressources humaines. La gouvernance parfois est aussi assez déstabilisée dans ces périodes-là, ou en tout cas elle doit évoluer et prendre en compte les changements. Donc voilà, un changement d'échelle, c'est vraiment un développement très significatif avec un objectif d'augmenter significativement l'impact. Et ce qu'on a voulu montrer aussi sur ce schéma, c'est que ce choix de changement d'échelle, à la fois, il peut intervenir à différentes temporalités de la vie de l'entreprise sociale, c'est-à-dire que c'est pas j'ai atteint ma stabilité économique, paf, il faut que je fasse un changement d'échelle. Parfois, c'est pas le bon moment et donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour plein de raisons. Et donc, je vais plutôt continuer à me développer de manière linéaire et faire ce choix de changement d'échelle plus tard, ou des éléments externes vont faire que mon changement d'échelle va se passer plus tard. Et puis parfois, il va y avoir plusieurs changements d'échelle dans la vie de l'organisation. Je suis à peu près convaincue que dans les organisations qui sont présentes aujourd'hui, certains d'entre vous ont déjà vécu des changements d'échelle. Ça peut être des gros changements d'échelle, des plus petits changements d'échelle. Nous, on a fait le choix des critères dont on vous a parlé juste au-dessus, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais on peut considérer que le changement d'échelle, il se passe à plusieurs moments de la vie de l'entreprise sociale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont des étapes qui vont demander beaucoup d'énergie, mobiliser beaucoup de choses dans l'organisation, et tout le monde n'en a pas forcément envie, ou en tout cas, il faut bien s'assurer que c'est le bon moment pour l'ensemble des parties prenantes. Mais on en reparlera juste après. Je fais juste une petite astérix parce que je parle d'entreprise sociale depuis tout à l'heure. Je me rends compte que ça aurait été bien que je vous le précise un peu avant.
Je sais que c'est pas un terme dont tout le monde est forcément familier. C'est la manière dont on appelle les personnes qui dirigent ou fondent une entreprise sociale, donc une association, une entreprise engagée selon les critères de l'économie sociale et solidaire. Donc, peut-être que vous ne vous définissez pas comme un entrepreneur social, mais sachez que dans le monde de l'accompagnement de l'économie sociale et solidaire, on appelle des personnes qui dirigent et fondent des organisations de l'ESS entrepreneurs sociaux. On pourra en débattre si certains en ont besoin, mais en tout cas, c'est ce terme-là qu'on utilise conjointement. Alors, on voulait juste vous détailler les enjeux sur chacune de ces phases. Donc, une entreprise sociale, là je vais passer rapidement, mais en phase de structuration et de lancement, en gros, elle va aller de la faisabilité du projet à la création de la structure, en passant en partie par tout ce qui est écrit dans cette parenthèse et plein d'autres choses. On vous a fait un partage non exhaustif. Une entreprise sociale qui est dans cette phase de validation du modèle et validation du concept, elle va donc, comme je le disais tout à l'heure, œuvrer au déploiement de son expérimentation. Elle va voir l'arrivée de ses premiers clients ou bénéficiaires. Et puis, elle va travailler à l'identification des premières ressources externes, donc partenaires, financeurs, équipes, ressources humaines, bénévoles, la constitution de la gouvernance qui parfois a été déjà constituée dès le lancement, mais en tout cas qui se stabilise, enfin, en tout cas qui continue à se construire dans cette phase-là. Dans la phase de consolidation-développement, on estime que, une fois de plus, les enjeux ne sont pas exhaustifs. Entre autres, les enjeux, affirmer sa mission, sa vision et son ambition, donc à la fois en interne et en externe, consolider son modèle économique, continuer à modéliser, formaliser son activité, structurer son équipe, continuer à améliorer sa gouvernance et puis avoir ses premiers partenariats structurants en essayant de structurer ça de la manière la plus durable possible et on commence à retrouver un peu, on peut commencer à créer des process, on commence à avoir un modèle qui se dessine. Et puis en phase de changement d'échelle, moi j'ai parlé de renforcer la vision, mission, ambition, c'est aussi dans le sens être sûr de tous se mettre d'accord, être sûr qu'on part tous du même endroit et que surtout on a tous envie d'aller au même endroit. Même s'il peut y avoir un peu des détours dans la manière d'avoir envie d'y aller, mais en tout cas, c'est sûr que si l'équipe et la gouvernance, si les partenaires financeurs n'ont pas une vision et une ambition alignées, c'est compliqué de lancer un changement d'échelle. Il va forcément y avoir des freins très forts pour pouvoir y arriver. Donc, en tout cas, c'est une des choses, nous, sur lesquelles on travaillera. Et puis, d'autres enjeux, l'amélioration du pilotage, le fait de renforcer et puis de faire évoluer le modèle économique. C'est une phase aussi où le modèle économique, il va se faire malmener souvent. Enfin, quand je dis malmener, c'est en tout cas, on va le questionner, on va le faire évoluer, on va à la fois le renforcer, mais aussi probablement faire pas mal d'évolutions. Structurer son organisation RH, faire des projections aussi sur comment l'équipe doit évoluer, maturer sa gouvernance, la faire évoluer aussi au regard des ambitions, et puis bien sûr se financer. Et donc, petite question à nouveau, je veux bien maintenant que je vous ai partagé ça, que vous disiez soit vous pouvez juste mettre idem, soit si ça vous fait évoluer dans la vision que vous avez de votre état d'avancement. Alors, je vois que Jean-Baptiste, tu poses la question, qu'est-ce que ça veut dire linéaire? C'est dans le sens, c'est vraiment, tu vois, si tu regardes la courbe, quand on parle de changement d'échelle, on a vraiment ce grand pic. C'est très bizarre ma main avec le. Il y a vraiment ce grand pic, ce côté linéaire. C'est voilà, c'est le fait de dire que le développement va être la courbe, elle est pas linéaire comme ça, évidemment, mais en tout cas, elle est moins en yo-yo quoi que ce qu'on peut vivre. Enfin d'ailleurs, je dis yo-yo, mais l'objectif c'est pas redescendre autant que possible, mais en tout cas voilà, on est sur un développement qui est un peu plus classique quoi. Je sais pas si ça t'éclaire, n'hésite pas à me dire si c'est pas le cas. Idem, ok, super, bah, vous êtes des experts du changement d'échelle. Ok, donc je vois que Pauline de Tissage, tu hésites. Idem, on est vraiment à cheval entre les deux. Ok, bah, c'est intéressant. Voilà, l'idée c'est que les questions soient posées et qu'ensuite on y réponde ensemble. On va vous le redire après, mais ça sera intéressant aussi que pour toutes les personnes qui hésitent, et c'est pour ça qu'on a décidé de
de lancer ces appels à projets en parallèle et de faire des communications en commun, c'est vraiment justement de pouvoir traiter ensemble les dossiers des structures qui hésitent, vous verrez dans le formulaire de préinscription de l'appel à projet, vous pouvez nous indiquer que vous hésitez et dans ces cas-là, on se parle et on regarde ensemble. Et parfois, le fait de lire les dossiers de candidature, ça peut vous éclairer aussi. Les questions qu'on pose en changement d'échelle, peut-être que vous n'aurez pas de réponse et vous aurez plus de réponses en développement, par exemple. Nécessiterait un débat interne, Julien, très intéressant. C'est vraiment un des objectifs. D'ailleurs, je me mets une petite note pour vous en parler après, parce que j'aime bien l'idée du débat interne, Julien. Ça me paraît essentiel, en fait, à avoir entre vous avant de candidater. Apolline, tu as levé la main. Est-ce que tu as besoin de prendre la parole? Oui, une question pratico-pratique, mais Oui. a priori, le changement d'échelle, c'est régional, là où le développement, c'est que la métropole de Lyon. Alors, on parle des programmes là, hein. La précision que tu viens de donner, elle est sur les programmes. On peut accompagner du développement national ou du. C'est vraiment pour participer au programme de développement, il faut que le siège de la structure soit sur la métropole de Lyon. Mais le projet de Oui, développement peut être au-delà. oui, mais du coup, typiquement, moi où le siège n'est pas à Lyon, Oui. et sachant que je suis à cheval entre les deux, bah, je vais quand Mm. même vachement pousser pour être sur le changement Ouais, d'échelle, quoi. bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est qu'on se parle, hein, de toute manière. C'est vraiment qu'on se parle et en fait, on va vous parler des programmes après, mais l'objectif pour nous dans la sélection, il est double. Il est à la fois, nous, de sélectionner des structures qui sont dans la bonne phase, d'avoir une promotion qui est suffisamment homogène pour que ça ait du sens aussi dans l'accompagnement et puis que ce qu'on propose dans l'accompagnement corresponde aux personnes qui sont présentes. Mais la deuxième partie de l'objectif, c'est que vous vous sentiez bien à l'endroit où vous êtes accompagné aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on n'acceptera pas un projet en changement d'échelle, entre guillemets, juste pour lui faire plaisir, ou en tout cas parce qu'il a besoin d'un accompagnement à tout prix. Et si on pense que c'est pas le bon accompagnement, on cherchera d'autres solutions. Il y a d'autres ressources d'accompagnement au développement sur les autres territoires. Comme je l'ai dit, on est en train d'expérimenter quelque chose sur Grenoble. Sur d'autres territoires, il y a des ressources comme le DLA, par exemple, que certains connaissent peut-être. Donc, en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on se parle tout au long de l'appel à projet. Nous, on est super disponible pour échanger avec vous en individuel aussi, pour pouvoir y réfléchir. Et à partir du dossier de candidature, ça vous éclairera aussi. Est-ce que j'arrive pas à répondre à une question sur 3? Et donc, ça veut dire que clairement, ça me paraît pas la bonne phase, ou est-ce que je me sens plutôt à l'aise avec le dossier de candidature, par exemple? Est-ce que ça t'éclaire, Apolline? Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Merci Mais beaucoup. voilà, on va vous présenter le programme, etc. Et puis, on pourra en reparler tout sans problème. Ok, eh ben merci. Je vois théâtricité aux portes du changement d'échelle. C'est exactement à ce moment-là qu'on aime accompagner les structures. C'est avant que vous y soyez vraiment. Alors voilà, modulo la réalité du terrain. Mais en tout cas, l'objectif, c'est plutôt d'essayer d'arriver avant, enfin de vous accompagner avant pour que vous puissiez anticiper au mieux les différents aspects du changement d'échelle. Alors justement, je rentre un peu plus dans les détails sur le changement d'échelle. On connaît moins que le développement pour vous raconter un petit peu qu'est-ce qu'un changement d'échelle et les différentes stratégies existantes. J'ai pas du tout regardé l'heure. Bon, on va dire que ça va. Alors, rapidement, qu'est-ce que changer d'échelle? Donc là, je reprends la définition de l'AVIS, qui est voilà, qui est très bien. Pas besoin de réinventer la roue. Donc, le changement d'échelle, selon l'AVIS, c'est vraiment ce processus par lequel une entreprise sociale cherche à maximiser son impact social en développant son organisation ou en s'appuyant sur son écosystème. Donc, quand on parle de développer son organisation, on parle vraiment d'un développement fort qui va être déstructurant, restructurant sur plein d'aspects pour pouvoir répondre à cet objectif de maximiser son impact social. Je vous précise juste après ce qu'on entend par là. Et simplement, 2 points que fait l'AVIS et que je tenais à vous préciser ici. Donc, je l'ai déjà dit, ça ne se confond pas avec la croissance. C'est au-delà de la partie croissance. Il y a beaucoup d'autres enjeux qui se passent dans un changement d'échelle. Et puis, bien sûr, comme vous vous en doutez, ça nécessite de trouver un équilibre entre l'équation financière du projet et l'équation sociale, écologique, l'engagement et la recherche d'impact que cherche à avoir l'entreprise sociale. Petite précision aussi, quand on parle d'impact social, on englobe bien sûr aussi l'impact écologique, hein. Une fois de plus, ce sont des termes qui sont utilisés dans le milieu de l'accompagnement de l'économie sociale et solidaire.
social englobe bien les projets écologiques. Hop. Ah, petit bug de l'animation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par maximiser son impact social? Trois manières principales, mais d'autres manières peuvent exister, mais en tout cas, les manières principales de maximiser son impact social. La première, avoir plus d'impact sur chaque bénéficiaire. Donc, je continue à travailler avec mes bénéficiaires actuels, mais je cherche à mieux répondre à leurs besoins. Donc, mieux ou plus. Donc, soit je leur propose de nouvelles réponses à leurs besoins, soit je cherche à améliorer en termes de qualité la qualité de la réponse que je leur fais déjà. L'autre manière de maximiser son impact, c'est d'avoir plus de bénéficiaires sur le territoire sur lequel je suis déjà ou dans la thématique dans laquelle je suis déjà. Bon, ça, je suis pas sûre d'avoir besoin de préciser plus. Vous comprenez, enfin, c'est assez facile à comprendre. Et puis, la troisième manière, c'est aller chercher de nouveaux bénéficiaires, soit sur de nouveaux territoires. Donc, notamment, je vais vous parler des stratégies juste après en essaimant, par exemple, ou en fertilisant. Mais ça peut aussi être aller toucher de nouveaux types de bénéficiaires. Donc, par exemple, je m'adresse sur mon sujet, je m'adresse aux jeunes. C'est un sujet sur lequel ça me paraît intéressant d'aller parler à un autre type de bénéficiaires, par exemple les personnes âgées. Je vais aller développer des activités, des réponses, des solutions pour ce nouveau type de bénéficiaires. Donc, ça peut être sur le même territoire de nouveaux types de bénéficiaires, mais ça peut aussi être les mêmes bénéficiaires sur de nouveaux territoires, voire même un mix de tout ça, et ça commence à être complexe. Autre question qui me paraissait intéressante à partager avec vous, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'une organisation, qu'une entreprise sociale décide de changer d'échelle? J'en ressors trois principales motivations à changer d'échelle. Une motivation interne. Ah oui, voilà, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui allait en dessous. Une motivation interne, c'est-à-dire que c'est un choix stratégique de la structure, soit c'est un choix stratégique depuis le début. Par exemple, dans les structures que j'accompagne aujourd'hui, j'ai une de mes organisations pour qui, dès le départ, c'est très clair pour eux, ils doivent changer d'échelle, ils veulent changer d'échelle, tout simplement parce que leur modèle économique ne tiendra pas s'ils ne changent pas d'échelle. Ils ont un sujet d'industrialisation et de quantité d'activités qui ne peut pas être durable à une petite échelle. Ils sont obligés d'aller vers un changement d'échelle. Donc, dès le départ, quand ils ont monté leur structure, ils savaient qu'il y aurait à un moment donné un changement d'échelle à porter. Ce choix stratégique, il peut aussi arriver plus tard. Hein, il n'est pas obligé d'être là dès le départ, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette motivation interne, les équipes, l'équipe de direction, la gouvernance ont cette volonté stratégique de changer d'échelle. Ensuite, le pendant, c'est une motivation externe, donc des opportunités, des demandes des parties prenantes, des partenaires qui vous font des appels du pied, qui vous demandent d'aller sur des nouveaux territoires, des personnes qui vous sollicitent pour développer votre activité sur de nouveaux territoires. Voilà, en tout cas, vraiment cette motivation externe. Et puis, excusez-moi, un mix des deux, qui en tout cas peut-être plus un constat qui peut se passer en interne ou en externe ou les deux, en échange avec vos parties prenantes, de dire bah finalement on fait le constat, on l'avait pas forcément envisagé, mais on a développé un truc qui fonctionne bien, qui répond de manière hyper efficace à un besoin du territoire. On l'avait pas envisagé, mais ce qu'il faudrait pas qu'on change d'échelle, un peu dans le sens voilà, ce qu'on a développé, ça marche, ça serait dommage de ne pas le proposer à d'autres bénéficiaires et de ne pas en faire profiter d'autres. Je vous ai fait une petite liste, je vais pas forcément rentrer dans les détails, je vous renverrai aussi le document. Je trouvais ça intéressant de vous préciser aussi ce qui doit être stabilisé ou vérifié avant de changer d'échelle. Justement, voilà, ça fait partie des sujets. Pour une partie de ces sujets-là, nous, on le vérifie, ça fait partie des critères sur lesquels typiquement, on veut qu'une structure qui candidate en programme changement d'échelle chez nous ait déjà une preuve de son concept et un impact social qui soit déjà avéré. On veut qu'il y ait une certaine maturité de l'organisation, qu'il y ait une certaine stabilité de l'organisation, que le modèle économique soit suffisamment stable et viable pour pouvoir se lancer dans un changement d'échelle qui va quand même mettre en fragilité certains aspects de la structure.
Donc voilà, il y a des choses qui doivent déjà être stabilisées au moment où on se lance dans un projet de changement d'échelle. Et puis, on estime aussi, par exemple, j'ai mis ici les attentes des parties prenantes, l'évolution des besoins des bénéficiaires, l'identification des besoins sur d'autres territoires. On estime aussi qu'il faut passer par une phase un peu de diagnostic, vérifier que les parties prenantes avec lesquelles on imagine changer d'échelle, enfin, auprès desquelles qu'on cherche à embarquer là-dedans sont bien en attente de ça ou à minima réceptives de nos propositions. Et puis vérifier aussi que on reste corrélé aux vrais besoins du terrain, besoins des bénéficiaires, besoins des territoires sur lesquels on cherche à s'implanter. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses qui doivent être vérifiées avant de se lancer dans un changement d'échelle et d'être peut-être soit de fragiliser la structure et du coup de mettre en danger l'activité qui était présente jusque-là, soit de lancer un changement d'échelle qui n'est pas juste par rapport aux besoins du territoire. Peut-être avant de passer, je vais vous présenter ensuite les différentes stratégies pour changer d'échelle. Est-ce que ça suscite des questions, ce que je viens de vous partager? Bon, ça n'a pas l'air de vous brûler les lèvres. OK. Donc, ensuite, je vous partage, donc ça, c'est vraiment tiré du guide des stratégies pour changer d'échelle de l'AVIS. Donc, si vous connaissez pas ce document et que vous êtes dans ces réflexions, vraiment, n'hésitez pas à aller le regarder, en prendre connaissance. Donc, si vous connaissez déjà ce document-là, je n'ai rien inventé. Je vais vraiment vous partager des choses qui viennent de ce document-là. Et puis, l'AVIS fait aussi a aussi des replays sur son YouTube où ils vont un peu en détail justement sur chacune de ces stratégies avec notamment des témoignages. Donc rapidement, l'AVIS a ressorti 5 grandes stratégies pour changer d'échelle: la diversification, la duplication, la fertilisation, la coopération et la fusion. Moi, je me permets juste d'en rajouter une que je l'ai pas écrite ici parce que je veux pas embrouiller le message, mais en échangeant avec l'équipe de l'AVIS, on a identifié aussi que le fait de densifier de manière très forte son activité, donc notamment d'augmenter de manière très forte le nombre de bénéficiaires ou en tout cas son activité et son impact, ça peut être aussi considéré comme une stratégie pour changer d'échelle, qui est un peu moins, en tout cas, voilà, sur laquelle l'AVIS a moins théorisé. Et puis, une autre précision, c'est que souvent, on n'a pas qu'une seule stratégie. Soit on arrive, et dans le programme là, dans l'accompagnement au changement d'échelle, certaines structures sont arrivées avec plusieurs stratégies en tête et on les aide à prioriser justement. Alors, soit à faire un choix de stratégie quand voilà, on n'a pas forcément besoin d'aller sur plusieurs stratégies en parallèle, soit de prioriser, de faire voilà, un peu un plan d'action. Je commence par ça, puis je fais ça. Et puis l'autre chose aussi, c'est que parfois, en fonction de ces activités, on va avoir des stratégies différentes. Là, dans les structures que j'accompagne cette année, j'ai une structure qui a 4 activités différentes et ils vont finalement appliquer des stratégies de changement d'échelle différentes en fonction de leurs activités. Ça rajoute beaucoup de complexité parce qu'il va y avoir aussi du coup des sujets juridiques, de modèles économiques, etc. Mais justement, le fait de prendre le temps de le construire avant de se lancer, ça permet quand même de stabiliser, enfin de sécuriser le projet. Donc, rapidement, la diversification, c'est le fait de créer une nouvelle activité pour enrichir son modèle. Donc, les nouvelles activités créées soit augmentent l'impact, soit peuvent aussi servir de support économique d'activités qui sont peu rentables ou en tout cas qui permettent de peu nourrir le modèle éco et voilà, on vient créer des nouvelles activités qui permettent ça. On vient créer, certains connaissent, de nouveaux domaines d'activité stratégiques. La duplication, l'essaimage, c'est la stratégie qui est la plus connue en général, c'est le fait de répliquer son modèle sur de nouveaux territoires. Donc ça implique souvent la création de nouvelles structures, mais il y a plein de manières de travailler sur ces aspects-là. La fertilisation, c'est le fait de diffuser un savoir-faire à grande échelle. Donc, c'est donner les moyens à des intermédiaires ou à des bénéficiaires d'améliorer leurs pratiques par eux-mêmes en s'appropriant la démarche que vous avez développée vous.
Donc là, on n'a pas de création de nouvelles entités et on peut, par exemple, développer un réseau. La coopération, donc c'est vraiment le fait de se rapprocher avec des partenaires ou d'autres acteurs pour mieux faire mieux et plus ensemble. Donc là, on reste autonome dans le cadre d'une coopération. Chaque structure reste autonome, mais on mutualise un certain nombre de sujets. On peut avoir différentes formes de coopération. Et puis le dernier, qui est la fusion, que vous connaissez au moins de nom. Donc c'est vraiment le fait de mettre en commun les patrimoines des structures pour consolider un projet social. La fusion, elle peut parfois elle est volontaire souvent, mais elle peut aussi parfois découler d'une nécessité sauver une activité. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je vois que l'heure tourne, mais voilà, c'était pour vous donner un peu des cas concrets pour bien comprendre. Donc, un exemple de diversification, c'est des exemples que vous retrouvez, je crois que je les ai quasiment tous pris dans le guide de la ville. Apreva, qui est un service, qui était un service de réparation et d'entretien de véhicules, qui s'est rendu compte, donc pour des personnes en fragilité notamment financière, qui se s'est rendu compte que après avoir que les personnes après avoir utilisé un véhicule en location avaient parfois besoin aussi de passer à l'achat de véhicules. Et donc Apreva a développé, donc c'est de la location pour permettre à des personnes d'aller chercher du travail en milieu rural. Et ils se sont rendus compte qu'une fois que la personne avait trouvé du travail, parfois elle avait aussi besoin d'un véhicule pour se rendre au travail. Et donc, ils ont développé un nouveau service qui est la vente de véhicules à prix réduit, l'accès à une assurance réduite, l'aide à l'achat par du microcrédit avec l'ADI, etc., etc. Voilà, donc là, ils ont vraiment augmenté l'impact sur des bénéficiaires existants. Exemple de la duplication, c'est les petites cantines que vous devez, en tout cas certainement beaucoup d'entre vous connaissent, voire même certains vont sûrement manger aux petites cantines de temps en temps. Donc là, il y avait un objectif très clair assez rapidement qui était d'essaimer, de dupliquer le modèle. Donc la première petite cantine a ouvert en 2016. Alors, j'ai pas les derniers chiffres. J'ai les chiffres de 2023. Il y avait 13 petites cantines ouvertes, 14 en projet. Donc, je sais pas où ils en sont maintenant, mais en tout cas, il y avait un objectif d'atteindre 50 petites cantines à horizon 2025-26. Voilà, avec vraiment un objectif on crée un modèle, on voit si ça fonctionne, on le modélise et derrière, on le duplique avec plein de manières pour le faire rapidement. L'exemple de fertilisation, c'était le modèle de la disco soupe. Certains connaissent peut-être, c'est l'organisation d'événements avec de la récupération anti-gaspillage alimentaire et les gens se retrouvent tous ensemble pour fabriquer de la nourriture ensemble. Alors, je sais pas si c'est toujours des soupes, mais en tout cas, voilà. Et puis, disco, j'imagine qu'il y a de la musique. Je suis jamais allée à une disco soupe, mais en tout cas, l'idée, c'est à la fois de sensibiliser au gaspillage alimentaire et de cuisiner ensemble et de créer un temps social dans la rue, notamment, ou en tout cas dans des lieux publics. Et ils ont créé une boîte à outils en libre accès, en open source, qui permet à n'importe qui de créer une disco soupe sur son territoire sans avoir besoin ni demander la permission, ni de... Voilà, tout est disponible. En parallèle de ça, ils ont mis en place une charte de l'organisation de la disco soupe, une communauté Facebook pour que les personnes s'auto-régulent, s'auto-posent des questions, etc., etc. Et donc la création, ça date de 2013 au départ, et en 2024, il y avait des événements organisés dans plus de 25 pays sur 4 continents. Donc, voilà, ça s'est vraiment répandu de manière très rapide. Un exemple de coopération, c'est Soliver, je ne sais pas comment on dit. C'était avant 10 structures d'insertion qui cherchaient à améliorer leur activité et qui ont créé une SIC, propriétaire d'un bâtiment dont chaque entreprise est locataire, et avec la mutualisation de certains services supports. Je crois qu'ils ont des salariés dans la SIC qui font de l'accompagnement des entreprises qui font partie du projet mutualisé, une équipe dédiée à l'amélioration des projets. Voilà, donc en tout cas, ils ont vraiment mutualisé un certain nombre de choses tout en restant chacun indépendant juridiquement, ce qui leur a permis à tous d'augmenter leur impact. Et puis, dernier exemple, la fusion de Article 1, qui est la fusion de Fratelli et Passeport d'Avenir, qui agissaient dans le même domaine avec des activités similaires et qui ont fait le choix, plutôt que d'être en concurrence, de fusionner et devenir Article 1.
Et donc, c'est devenu un acteur national que vous connaissez probablement ou dont vous avez déjà entendu parler probablement, avec une belle force de frappe, une capacité rapide à essaimer sur le territoire national. Je crois que chacune des structures était sur un bout du territoire français et donc chacun connaissait très bien son territoire. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 100 000 jeunes accompagnés, 11 antennes régionales. Et encore, je crois que c'est les chiffres de l'année dernière, mais ça a encore sûrement bien évolué depuis. Voilà, c'était pour vous donner des exemples un peu concrets. Est-ce que ça suscite des questions avant qu'on passe aux descriptions des parcours d'accompagnement? Merci Morgane. Et super, merci Julien pour le partage du guide. Effectivement, vous pouvez, je crois, aussi demander à l'AVIS de vous l'envoyer. Moi, j'en ai peut-être quelques-uns à Ronalpia Grenoble. Et il doit y en avoir à Ronalpia Lyon. Si vous avez envie de le lire en papier, n'hésitez pas voilà, soit nous écrire, soit contacter l'AVIS qui vous l'envoie. Pas de questions à ce stade? Eh ben, on enchaîne. Léopold, je te laisse la main. Merci. Est-ce que tu veux prendre la main sur Bon, ça ou vu que j'ai que 2-3 slides, si tu veux bien continuer à projeter, c'est OK pour moi. Ouais, bien sûr, très bien. Et Merci. du coup, tu te souviens, on commence par le témoignage. Alors, attends. Oui. Je te laisse juste l'introduire et puis Ouais. Il s'agit du coup du témoignage de Cédric Guéillereau, qui est du coup le directeur général du FM2J, qui est le centre de formation au métier du jeu et du jouet, qui est une scope qui a participé au programme développement cette année, à l'édition 2024, et qui du coup nous a fait cette petite vidéo pour nous faire un retour d'expérience sur ce qu'est le programme développement, ce que ça lui a apporté, les raisons de sa candidature, et voilà. Et c'est parti. Oh, pardon. Il faut pas que je touche à rien. Excusez-moi. On commence. Juste que la qualité est pas dingue, mais je sais pas comment faire. Voilà. Oh. Bon, j'ai rien le droit de toucher. Excusez-moi. Visiblement, Marie, ça ne fonctionne pas. Euh, tu veux, si tu veux, Léopold, tu peux enchaîner. Et je vais partager la vidéo juste à la fin de ta présentation avec le fichier natif. OK, super, merci Nicolas. Est-ce que tu veux bien juste passer la slide du coup, Marie, s'il te plaît? Bon, écoutez, Marie? je ne sais pas si elle nous entend encore. Oui. Ah. Il y a eu un petit bug, Marie. On va faire juste après je Mais quoi partagerai comme la vidéo à bug? Moi, partir du je fichier voyais la natif. vidéo, moi. Vous, ça Non, on marche l'avait pas? pas, nous. Nous, on l'avait pas. Zut. Désolée. On la mettra juste à la fin de la présentation de Léopold. Je la mettrai Ok. moi en partage d'écran. Ok. D'accord? Ok, on fait ça. Très bien. Alors, bah, c'est très bien parce que moi, je l'avais, donc effectivement, je suis allée faire ma vie pour l'instant. Euh, voilà. Merci. Du coup, pour vous parler un petit peu du programme développement, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, le programme développement, c'est un programme qui existe depuis 5 ans. Et Marie vous l'a un petit peu dit, mais il y a quelques critères d'éligibilité. Le premier de ces critères, c'est du coup d'avoir une structure de l'ESS qui existe depuis au moins 2 ans et qui est basée sur la métropole de Lyon, pas forcément dans Lyon intramuros, mais sur le territoire métropolitain plus généralement.
Si la structure, ce qui a été le cas sur des projets qui avaient des composantes de production alimentaire, on a eu des projets qui étaient basés en dehors de la métro, généralement pas très loin, mais dont en fait le territoire d'intervention c'était la métropole de Lyon, et qu'on a pu sélectionner, c'était en 2023, Ronson Légumes, le nom de la structure. Du coup, voilà, on a une certaine ouverture vis-à-vis de ces critères. Peut y avoir une marge de flexibilité en fonction de l'activité, évidemment. Mais voilà, globalement, c'est tout de même des projets métropolitains qu'on accompagne dans ce programme. C'est des structures qui sont en phase de consolidation ou de développement, c'est-à-dire qu'on a des structures qui participent et qui ont vraiment un projet clair et défini du projet de développement, tandis qu'il y en a d'autres qui ont un projet de développement qui devrait arriver l'année prochaine ou l'année suivante, mais qui ont besoin de consolider certains pans de leur activité en vue de préparer sereinement ce développement et de pouvoir se projeter dans le développement 2 ans plus tard, plutôt que d'être la tête dans le guidon dans la gestion de la structure d'une année sur l'autre, à ne pas sûr de comment est-ce qu'on clôture les comptes, par exemple. Et évidemment, la capacité à mobiliser, alors on met un membre de l'équipe dirigeante. En réalité, selon les projets, ça peut arriver que ce soit pas forcément des membres de l'équipe dirigeante. Je pense notamment au supermarché La Melting Cup, supermarché coopératif basé sur Villeurbanne, dans lequel c'était des bénévoles, enfin sociétaires adhérents bénévoles, qui ont participé à l'accompagnement, puisqu'en fin de compte, c'est de leur côté le pouvoir décisionnaire, plus que du côté des salariés, et que l'équipe de direction est en fin de compte extrêmement grande, au point je ne sais pas si les personnes parlaient d'une équipe de direction. Voilà pour les critères. Pour vous en dire plus en pratique, le programme développement, du coup, c'est un accompagnement qui court sur 6 mois, qui court entre juin et décembre. En amont de ce temps-là, du temps d'accompagnement formel, on a du coup une période de détection qu'on a lancée officiellement hier, puisque l'événement de clôture de la promotion 2024, c'était hier à la métropole de Lyon. Du coup, là, on est en pleine détection et 12 webinaires aussi. Par la suite, lorsque l'appel à projet se conclut, on effectue une phase de sélection en 2 temps, puisqu'on fait un tout premier comité interne de présélection avec les collègues de Ronalpia et du GRAP. Et par la suite, on organise un comité externe dans lequel des partenaires du territoire, que sont notamment la métropole de Lyon, l'URSCOP ou RDI, Rhône Développement Initiative, vont sélectionner les projets qui participeront finalement au programme développement. Et une fois que cette sélection est faite, on a deux pans de l'accompagnement qui se déroulent en parallèle. On a d'un côté le côté collectif qui est symbolisé par la couleur rouge, violette, bordeaux sur cette slide, et qui du coup va englober 7 journées pour les projets qu'on dit généralistes, et 2 journées en plus pour les projets qui sont donc alimentaires et qui sont spécifiquement accompagnés par le GRAP. Et du coup, sur toutes ces journées, entre mai, juin et décembre, on a différents types de formats collectifs. On a des formats d'échange entre pairs, où du coup l'objectif c'est de faire émerger des procédés d'intelligence collective pour que chacune en ressorte je vais dire grandir, en tout cas avec des pistes pour résoudre les enjeux auxquels vous pouvez être confrontés dans le pilotage de vos structures. On a des temps d'ateliers animés par des experts et expertes qui peuvent concerner du coup la gestion financière, l'aspect commercial, la stratégie de développement. Pour ce qui est de l'alimentaire, il y a aussi des temps animés par des experts spécifiques côté alimentaire et sur les questions du coup du marketing et du lien au territoire, de l'ancrage territorial plus globalement. Et en parallèle, on essaie de proposer quelques autres formats, notamment l'année dernière, enfin sur l'édition 2024, ça a pu être une journée dédiée à la coopération, au rapport de coopération qu'on peut tisser sur le territoire, auquel on a convié l'URSCOP et le 107, pour celles et ceux qui connaîtraient peut-être, sur la métropole de Lyon. Et cette année, il y a la volonté de mettre en place du coup une journée partenariat aussi. Enfin, voilà, on essaie de s'adapter aussi au retour qu'on a d'une année sur l'autre pour bonifier le programme et le rendre plus pertinent au regard des besoins des structures accompagnées. Et donc voilà, toute cette partie-là, c'est l'accompagnement collectif. En parallèle, il y a un accompagnement individuel qui est du coup symbolisé plutôt par les couleurs, les flèches bleues, vertes, en bas de ce planning. Et l'idée, c'est qu'il y ait quelques mois durant lesquels on va faire des diagnostics, que ce soit du coup côté GRAP, côté Ronalpia ou côté Alter Incube, avec les structures qui participent au programme. Durant ces diagnostics, on va vraiment essayer de
de retourner tout l'objet qui est votre structure pour l'avoir sous toutes ses coutures, toutes ses facettes, avec notre regard extérieur et avec votre regard intérieur. Et l'idée pour nous, c'est de vous proposer des axes sur lesquels travailler durant l'accompagnement, pour lesquels on va vous accompagner et mobiliser aussi des experts externes selon les thématiques, puisque nous, on est des accompagnements généralistes, on n'est pas forcément expert de tel sujet RH très pointu, auquel cas on fait appel à des experts externes. Et l'idée, c'est du coup de trouver ces sujets, que ce soit, voilà, je vous disais RH, cette année, il y avait des structures pour lesquelles c'était de structuration de l'offre commerciale, d'autres où c'était des questions de gestion financière, il y en a où c'était des questions de gouvernance, pour des structures avec des gouvernances qui ne sont pas pyramidales. Et du coup, l'objectif pour nous, c'est de voilà, trouver ces points de tension qui peuvent exister au sein de vos structures afin de trouver le meilleur accompagnement individuel possible pour essayer de vous alléger au maximum des tensions que peuvent générer ces éléments-là et vous permettre d'aborder par la suite un développement plus serein en ayant consolidé justement les éléments qui pouvaient encore être un peu branlants à ce stade-là et pour lesquels vous vous rendez bien compte que c'est dur d'aborder un développement dans un an, dans 2 ans, si le schéma de gouvernance est pas bien posé, s'il y a encore des incertitudes de ce côté-là, qu'on ne sait pas comment se prennent les décisions, par exemple. Donc voilà, le programme de développement, c'est tout ça, de l'individuel et du collectif, pour ce qui est du volume horaire demandé sur tout ce temps. En gros, on compte à peu près 16 heures du coup de diagnostic, de suivi, qui du coup s'étale au cours des 6 mois d'accompagnement. Il n'y a pas besoin de réserver 2 jours d'affilée, 2 fois 8 heures ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, on fait des points de 1 heure, 2 heures. Généralement, un gros diagnostic au début, puis ensuite des points de suivi quand tout se passe bien. On a des temps d'accompagnement individuel stratégique, comme je vous le disais, du coup, qui sont notamment faits par des prestataires externes. C'est à peu près 3 jours, du coup, répartis sur 6 mois, encore une fois. Selon les thématiques, c'est parfois des jours pleins. Quand c'est, par exemple, de la gestion financière, ça a tendance à être plus des blocs de 2, 3, 4 heures que des jours pleins. Tout dépend des thématiques et des modes d'accompagnement. Il y a 2 journées de formation collective du coup dédiées gestion FI, commerciale et développement. Une demi-journée gestion FI, une demi-journée commerciale et une journée pleine développement. Des sessions du coup d'apprentissage entre pairs, comme je vous le disais, à peu près 18 heures. Un événement de clôture pour lequel on n'a évidemment pas encore la date puisque ce sera dans un an pile poil quasiment. Là, on vient de faire celui de 2024. Un événement qui se déroule du coup à la métropole de Lyon, auquel sont conviés de nombreux partenaires du territoire, d'autres structures qui ont pu être accompagnées les années précédentes. Voilà, c'est un moment sympa déjà, et aussi un temps fort pour faire réseau, en apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement des autres structures du territoire. Et en plus de tout ça, on a du coup spécifiquement pour les projets alimentaires, les 5 projets alimentaires, je ne l'ai pas précisé, sur le programme de développement, c'est 15 projets accompagnés, 10 généralistes et 5 alimentaires. Et pour les 5 projets alimentaires, on a spécifiquement deux journées en plus, une sur le marketing, l'autre sur le lien avec le territoire. Et du coup, voilà, je vous en parlais, on développe d'autres formats cette année, du coup, accès partenaires, financeurs, et notamment avec cette journée Agora des financeurs, qui est initialement une journée organisée par Ronalpia pour d'autres porteurs de projets, mais sur laquelle il y a eu cette proposition et cette volonté d'essayer de mutualiser ce temps-là pour le proposer plus largement à un maximum de porteurs de projets, y compris à celles et ceux du programme développement. Alors, Léopold, je te transmets quelques questions qui sont apparues dans le chat. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez lever la main. Il y a pas mal de questions sur le critère de 2 ans d'existence minimum. Certains demandent si c'est négociable. Voilà, donc je veux bien que tu répondes là-dessus. Et puis, il y a une question sur le statut. Une personne qui est en micro-entreprise en démarche pour réaliser un changement, est-ce que c'est bloquant ou pas? Alors, pour ce qui est du critère des 2 ans d'ancienneté, où ça a peut-être discuté. En fait, nous, on a mis ce critère-là pour éviter d'avoir des structures qui n'ont pas encore fait ce que je vais appeler la preuve du concept, et qui en fait peuvent difficilement s'imaginer en développement, puisqu'à l'heure actuelle, elles sont encore à être en consolidation du modèle et à s'assurer que le modèle fonctionne. Du coup, compliqué d'aborder un développement l'année prochaine, l'année suivante, lorsqu'on n'est pas sûr que notre modèle fonctionne d'ici la fin de l'année.
En gros, je le fais de manière un petit peu simple, hein. Et c'est pour ça qu'on a mis ce critère de 2 ans. C'était pour dire qu'en gros, une structure qui a tenu 2 ans a priori prouvé que ce qu'elle faisait fonctionnait en termes de création de valeur sociale et économique et de réussir à délivrer cette valeur, à toucher les publics, enfin ces valeurs et à toucher les publics. Donc voilà, nous on met ce critère de 2 ans. Évidemment, enfin ça peut être, je vais dire, ça peut être discuté dans le sens où, en fait, nous, on l'a mis pour essayer de s'assurer que les structures qui participent soient des structures qui soient bel et bien en développement et pas qui viennent de se lancer et qui essayent de se consolider. Du coup, voilà, tout évidemment, enfin, voilà, au cas par cas, je vous invite à revenir vers moi ou vers mes collègues Joséphine de Ronapia ou Nicolas Dugrappe pour échanger au cas par cas, puisque globalement, je vais vous dire que il vaut mieux avoir 2 ans d'ancienneté, ça facilite les choses. Après, on peut aussi se rendre compte que vous n'avez pas 2 ans d'ancienneté, mais que vous êtes bel et bien en développement. Mais pour ça, il faudra qu'on puisse échanger un petit peu plus en détail. Dans tous les cas, le dossier de candidature du programme développement mentionne pas mal de questions qui doivent nous aider à cerner ça et à se rendre compte de la situation dans laquelle vous êtes, puisque pour autant, ce n'est pas parce qu'une structure a 2 ans d'ancienneté qu'elle est forcément en développement. Et c'est aussi pour ça qu'on vous demande de remplir un dossier. J'aurais donc du coup tendance à dire que je vous invite à soit prendre contact avec nous, soit candidater directement, peut-être les deux, pour si vous n'avez pas encore 2 ans d'ancienneté, mais que vous vous sentez vraiment en développement, on peut échanger là-dessus, vous pouvez éventuellement candidater, et dans tous les cas, votre candidature sera traitée. On se on se dira pas, ah, les 2 ans ne sont pas remplis, on ne lit même pas le dossier. On lira le dossier, et si c'est bel et bien du développement, évidemment, vous passerez en comité. Donc, Philippe pose la question, si on a 1 an en statut avec projection à 100 000 annuels, 1 an de SASU, ça pourrait marcher. Bon, je pense que tu as répondu du coup, parce qu'il y avait aussi la question, est-ce qu'il y a un critère financier de chiffre d'affaires au budget minimum, mais je crois que c'est pas le cas, hein, c'est bien ça? On n'en a pas. Après, Ouais, c'est enfin, ça. vu qu'évidemment, tout pour ce qui est du chiffre d'affaires, tout dépend aussi de l'activité, hein. Vous pouvez avoir un très gros chiffre d'affaires et selon votre activité, en fait, c'est pas. Enfin, le chiffre d'affaires en lui-même ne veut pas tout dire, je veux dire. Mm, mm, mm. Ok, donc voilà, je pense que vous avez à peu près les réponses dans ce qui a été posé dans le chat. Est-ce que d'autres personnes ont besoin de lever la main pour poser des questions à Léopold? Et Julien, pour le fait de participer à l'Agora des financeurs, effectivement, on réfléchit à des mutualisations de ces temps-là, des temps qui peuvent être utiles aux deux, voilà, à l'ensemble des programmes. Donc, en tout cas, on en rediscutera. Enfin, je pense que l'année prochaine, c'est des choses qui seront probablement plus mutualisées. On essaie de mutualiser de plus en plus tous ces temps-là. Alors, je vois 2 mains qui se lèvent. Philippe? Ouais, moi j'ai une petite question sur la Mhm. partie géographique. Moi je suis basé à Annecy, 4 jours.work, donc on accompagne les entreprises à passer la semaine de 4 jours. On est soutenu pour autant par l'EM Lyon sur la partenaire de recherche académique. On est aussi soutenu par Bicorp, qui ont pour certains des locaux à Lyon. Est-ce que si on se domicilie ou si on a une capacité de projection à Lyon, c'est bon ou il faut nécessairement avoir le CIRED qui est basé à Lyon ou dans le département du Rhône? C'est un petit peu compliqué comme question dans le sens où moi je vais vous dire que Ouais. le plus souvent, je vais vous dire c'est mieux si vous avez votre SIRET dans le coin, pas tellement pour une histoire administrative et procédurière, c'est plus que l'objectif du programme de développement, c'est pas forcément d'accompagner des structures qui seraient basées ailleurs et qui veulent développer des activités sur le Rhône. Ce qui souvent, enfin voilà, dans le cas que vous évoquez, moi c'est ce que ça m'évoque, hein. Peut-être que c'est tout à fait autre chose que vous voulez faire, mais j'aurais tendance à dire que c'est plus simple parce qu'on a généralement moins de doutes sur d'où vient la structure, sur quel territoire elle intervient. Après, une structure peut être basée ailleurs, et si vous, dans le dossier, vous arrivez à nous montrer qu'il y a bel et bien un projet enfin, voilà, qui concerne le territoire de la métropole, qui n'est pas juste voilà, de l'ordre d'implanter une offre commerciale qui existe ailleurs et de l'implanter sur le Rhône, Bien c'est sûr. tout à fait possible. C'est pas obligatoire d'avoir un SIRET dans le 69. Ok, merci. Et juste pour info, Ronalpia, on a aussi un programme d'accompagnement à l'implantation. Donc, en l'occurrence, c'est peut-être pas ça l'enjeu chez vous, mais si c'était le cas, on accompagne à l'implantation sur nos différents territoires, dont le territoire lyonnais. On peut aussi en reparler. Oui, d'ici. Oui, ben moi je veux bien la réponse sur le statut juridique, s'il vous plaît. Oui, c'est une Alors, micro-entreprise. Donc, est-ce que vous avez une limitation là-dessus, Léopold, ou pas?
A priori, ce serait plus un critère limitant, dans la mesure où du coup notre objectif sur ce programme, c'est d'accompagner les structures de l'ESS, qui sont du coup, quand je dis structure de l'ESS, j'entends statutairement dans l'ESS, c'est-à-dire voilà, il y a les quatre statuts et demi quasiment définis par la loi Hamon. La micro-entreprise en tant que telle n'en fait pas partie. Pour autant, ça nous est arrivé sur ce programme d'accompagner des structures qui n'étaient actuellement pas en statut de l'ESS, mais qui, dans leur projet de développement, impliquaient de se transformer, enfin d'aller vers un statut de l'ESS. Si vous me dites que vous êtes en micro et que l'objectif c'est vraiment de rester en micro, a priori, vous ne rentrez pas dans les critères du programme de développement. Si vous me dites que vous êtes en micro, mais que votre projet de développement comprend le fait de devenir une coopérative, une association, à minima une entreprise de l'ESS, c'est possible. Enfin, c'est possible ensuite, voilà, tout dépend de la nature de l'activité et de tous les autres critères. Ok, je vous propose qu'on avance si on veut avoir le temps de parler aussi du second programme. Si vous avez d'autres questions, on peut aussi rester un petit peu à la fin si besoin. Et puis vous redire aussi que voilà, une fois que vous avez lancé, que vous vous êtes préinscrit sur le site de Ronalpia et que vous avez reçu les dossiers de candidature, l'idée c'est aussi qu'on puisse échanger si besoin. Certains d'entre vous ne vont pas avoir besoin forcément qu'on échange parce que vous allez recevoir le dossier de candidature, vous savez quoi répondre et ça va aller vite pour vous. D'autres, vous avez besoin qu'on se parle et on se parle. Voilà. Ah oui, Nicolas, tu nous relances la vidéo du coup. Super. Alors moi, j'entends rien. Non. T'as ton micro coupé, Nicolas. Est-ce que ça changerait quelque chose? C'est mieux là? Non. Ça marche pas? Non, on n'entend pas le son. Bizarre. Zut. Ouais. Bon, bah, je suis désolé. Ouais. Eh ben, on va vous les envoyer dans le replay. Zut. Bon, on va faire comme ça. On vous les enverra. De toute manière, on va vous envoyer à tous le replay. On vous mettra les liens YouTube. Ouais, c'est bizarre. Donc moi j'avais une autre vidéo là de Claire qui est actuellement dans le programme changement, dans le parcours changement d'échelle. Tu veux qu'on essaye quand même, Nico, ou pas? On va Ouais, avoir le même vas-y. problème. Vous entendiez ou pas? En fait, si je clique ailleurs, ça me le coupe. C'est très bizarre. Non, ça marche pas? Faut pas que tu fais le nom de la tête. Ok. Bon, allez, Non. on avance. On vous l'enverra. Vous le regarderez. Il est sur notre YouTube. Il est sur notre site internet aussi. Elles sont sur notre site internet aussi. L'idée, c'était qu'on voulait vous partager un témoignage d'un entrepreneur de chaque programme pour voilà, que vous voyez un petit peu concrètement ce que ça donne pour les entrepreneurs qu'on accompagne actuellement. Euh, oh, voilà. Alors, le programme Changement d'échelle. Donc, petit rappel, je m'arrête pas là-dessus. C'est un programme régional donc sur lequel on accompagne sur l'ensemble des territoires d'action de Rhône-Alpia. On a notamment dans nos partenaires les 3 métropoles Lyon, Saint-Étienne et Grenoble, et puis d'autres partenaires plus généralistes, on va dire, qui nous permettent d'accompagner également des structures sur des territoires, sur d'autres territoires, et notamment, on a un focus sur les territoires ruraux hors de ces métropoles. Alors, les conditions pour être accompagné. J'en ai déjà cité une partie. Donc, une organisation qui a au moins 3 ans, qui est employée d'au moins 2 équivalents temps plein, une stabilité financière qui est acquise ou qui est sur le point de l'être, avec notamment des fonds propres positifs. On vous demandera pas mal d'informations financières. Tout simplement parce qu'on on sait que si l'enjeu il est comment je paye mes salariés dans 3 mois, on ne peut pas être concentré sur le déploiement d'un changement d'échelle, enfin, sur la construction d'un changement d'échelle. L'impact social, comme je vous le dis, doit être prouvé et mesurable. Certains candidatent avec une mesure d'impact qui est déjà existante, certains sont déjà très bien structurés pour apporter des chiffres sur leur impact. D'autres, c'est pas le cas et c'est pas un problème parce que c'est un des sujets sur lesquels on travaille pendant le programme, mais l'idée, en tout cas, c'est que vous soyez quand même capable de nous apporter vraiment des chiffres sur l'impact que vous avez sur le territoire. Vous verrez, c'est écrit dans le dossier de candidature. Il y a des questions là-dessus. Budget minimum, on en a déjà parlé. Donc l'ambition, j'en ai déjà parlé aussi. À minima,
demande une ambition forte de chercher à tripler son impact à 5 ans. Pareil, vous verrez dans le dossier de candidature, on demande pas mal d'informations chiffrées là-dessus. Le modèle économique doit être consolidé ou sur le point de l'être, en tout cas suffisamment stable une fois de plus pour pouvoir travailler à le re-questionner, à le Marie, faire évoluer. Oui. on ne voit pas de PowerPoint si jamais tu en affiches un. Ouais, bien sûr que j'en affiche un. C'est merveilleux. J'espère que vous avez bien écouté. Là, c'est bon? C'est bon, ouais, ça s'affiche. Ok, merci. Bon, bah tout est là. Tac, tac, tac. Alors, l'idéal pour nous, c'est d'avoir une structure qui a déjà mené l'étude de faisabilité, notamment sur si vous cherchez à aller sur un nouveau territoire ou à déployer une solution pour de nouveaux bénéficiaires. Bien sûr, on a conscience que c'est pas si simple à faire avant d'arriver chez nous. Donc, à minima, on a vraiment besoin que votre démarche d'exploration soit déjà en cours, que vous soyez déjà en lien avec les territoires sur lesquels vous cherchez à aller, ou que vous ayez déjà exploré un peu les différentes pistes. Voilà, entre l'étude de faisabilité, étude de marché ou à minima des démarches entreprises dans ce sens-là. La gouvernance est robuste et soutient le projet, évidemment. Une gouvernance qui ira à l'encontre d'un projet de changement d'échelle, parce que c'est tout simplement pas possible de mener un changement d'échelle. Et quand on dit gouvernance robuste, on va aussi pas mal vous questionner dans le dossier de candidature sur vos modes de décision, vos modes d'interaction entre la gouvernance et l'équipe, les profils des personnes qui sont dans votre gouvernance, etc., etc. Et puis, on a besoin aussi qu'une personne, à minima, une personne de l'équipe soit dédiée au projet, pas forcément à 100%, mais en tout cas soit vraiment en capacité de mener stratégiquement le projet. C'est pas, et pardon pour les stagiaires, mais c'est pas un stagiaire recruté au mois de septembre qui travaille sur ce sujet-là. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une équipe avec plein de profils différents, mais on veut vraiment que ce soit une personne stratégique de l'équipe et au plus proche de la direction, si elle n'en fait pas partie, qui viennent participer au programme d'accompagnement et qui surtout aient du temps à dédier au sujet derrière. Et puis, on veut aussi que la stratégie de changement d'échelle soit encore en questionnement. Si vous avez déjà tout écrit, vous savez déjà exactement où vous voulez aller et vous n'êtes pas prêt à se remettre en question un certain nombre de choses, ça ne sert à rien de vous faire accompagner. Appliquez ce que vous avez prévu et on en reparle après. Alors, j'aperçois des questions. Pourrons-nous être... Je prends les questions en direct, comme ça, on est sûr. Pourrons-nous être plus qu'une ou deux personnes qui suivent le projet? Oui, alors tout à fait. Dans la participation au programme, moi, ce que je propose en général, c'est qu'on ait une personne fil rouge qui, dans l'idéal, participe à l'ensemble des séminaires collectifs. Je vais vous parler après de la manière dont ça se construit. Et qui peut venir soit à chaque fois avec une autre personne en binôme. J'ai certaines structures pour lesquelles j'accompagne un binôme. Ou alors, parfois, ce que font certaines structures, c'est une personne qui suit et qui vient avec soit un membre de son équipe, soit un membre de sa gouvernance, qui connaît ou maîtrise le sujet en interne, sur lequel on travaille en collectif. Voilà, si ça répond à la question. Sinon, n'hésitez pas à me la reposer après. Les objectifs de l'accompagnement pour les entrepreneurs et entrepreneuses, donc à la fois renforcer, je vous le disais tout à l'heure, la vision, mission, l'ambition de l'entreprise sociale pour garder le cap, donc à la fois de les clarifier, les formaliser si ce n'est pas déjà le cas, et puis s'assurer que tout le monde avance dans la même direction. La mise en place d'outils de pilotage pour structurer le projet, ou le renforcement de ces outils s'ils existent déjà. S'assurer de la connexion au territoire d'action, voilà, s'assurer qu'on n'est pas hors sol quand notamment on cherche à se déployer sur un nouveau territoire qu'on ne connaît pas. Poser des bases de stratégie de financement, renforcer le modèle socio-économique, embarquer la gouvernance et les parties prenantes dans le projet, accompagner aussi la posture du ou des dirigeants pour porter l'ambition du projet, à la fois en interne et en externe, faire évoluer l'organisation RH et accompagner le changement auprès des équipes, et puis intégrer la démarche d'évaluation d'impact comme outil de pilotage. Concrètement, ce sont à la fois 24 heures d'accompagnement individuel et 8 journées de séminaires collectifs,
les séminaires collectifs, je vais vous les détailler un peu plus loin en termes de thématiques. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui se joue sur ces deux niveaux-là. Le collectif qui permet de balayer un certain nombre de sujets que nous, on a identifiés comme les sujets prioritaires sur lesquels on veut faire travailler les structures pour pouvoir se préparer au mieux pour ce changement d'échelle. On a fait des choix, on ne parle pas de tous les sujets par lesquels on aimerait vous faire forcément passer, mais on a choisi ceux qui nous paraissent les plus essentiels. Dans ces temps de séminaires collectifs, ce sont à la fois des interventions d'experts, à la fois des témoignages d'entrepreneurs, à la fois vos témoignages à vous aussi, vraiment des échanges entre pairs. Parfois, certains d'entre vous sont très avancés sur certains sujets, donc viennent partager aux autres leurs expériences là-dessus. Enfin, en tout cas, ça se fait de manière assez fluide. Et à la fois, dans ces temps de séminaires collectifs, on a aussi, bien sûr, du temps informel et des sessions de co-développement. Donc, chaque structure va, à son tour, sur l'ensemble des séminaires, chaque structure proposera une fois une problématique dans une séance de co-développement sur lequel l'ensemble du reste de la promotion fera des propositions, une session de conseil et de co-développement si vous connaissez. Ensuite, on a donc ces 24 heures d'accompagnement individuel qui permettent d'aller plus en finesse sur les enjeux de la structure. Je ne l'ai pas précisé là, mais on passe aussi par un diagnostic qui est fait pour à la fois faire un état des lieux de la structure de l'activité et à la fois identifier ensemble les 2-3 enjeux prioritaires sur lesquels on va focaliser l'accompagnement individuel. Une fois que ce diagnostic est fait, on va chercher un accompagnateur ou une accompagnatrice qui va répondre au mieux à ces enjeux-là. Sur ces 24 heures, on peut aussi parfois utiliser quelques heures de coaching, par exemple, sur la posture du dirigeant. On peut utiliser quelques heures d'expertise sur différents sujets. En fait, ces 24 heures, elles ne se ressemblent jamais d'un entrepreneur à l'autre. On module l'accompagnement en fonction du besoin pour être au plus proche du besoin individuel de chaque structure. Vous voyez en dessous les sessions, je n'ai pas changé le nom d'ailleurs, que j'appelais avant comité stratégique territorial, qui s'appelle maintenant comité de soutien local, qu'on expérimente cette année. On a 2 structures pour lesquelles on l'a lancé. Je pense que l'année prochaine, on le fera pour 3, 4, 5 structures, peut-être pas pour les 10 d'un coup. Mais en tout cas, l'idée, c'est pour les structures qui ont un vrai sujet d'ancrage territorial dans leur déploiement, on réunit un certain nombre de partenaires du territoire autour de la structure et d'une de ses problématiques de développement pour à la fois apporter des réponses au plus proche du territoire, des personnes qui ont une certaine expertise du territoire, et à la fois pour permettre aussi de nourrir le réseau de l'entrepreneur sur son territoire. Voilà. Et puis, comme ce que Léopold disait tout à l'heure sur le programme de développement, on a un événement de clôture avec les partenaires qui, là, pour la promotion actuelle, a lieu le 13 mars, qui est à la fois un temps où chaque entrepreneur présente sa stratégie de changement d'échelle aboutie à la fin de l'accompagnement, son plan d'action, et les partenaires qui sont présents challenge cette stratégie. Donc, un temps un peu d'intelligence collective autour de ça, et puis ensuite un temps de réseautage avec les partenaires. Voilà. Alors, le calendrier, je vais le faire dans ce sens-là. Les séminaires, donc on a 4 séminaires, comme je vous l'ai dit. On va probablement, ça c'est les séminaires de l'année qui vient de s'écouler. Je pense qu'on va rester là-dessus pour l'année à venir aussi. Modulo des besoins très spécifiques qui arriveraient dans la promotion, qui nous feraient faire certaines évolutions dans le programme. Le premier séminaire aura lieu donc début juin. Cette date-là, elle est confirmée. Vous pouvez d'ores et déjà la noter les 9 et 10 juin. Le premier séminaire aura lieu à Lyon, chez Ronalpia à Lyon. Donc, c'est à la fois le séminaire de lancement, une première journée de lancement pour se rencontrer et travailler sur ce fameux alignement vision, mission, ambition, notamment. Et puis, une journée avec Nicolas de Scale Changer sur les stratégies de changement d'échelle, donc avec un expert du changement d'échelle. Et ensuite, 3 autres séminaires, un sur modèle économique et mesures d'impact, un sur gouvernance et ressources humaines, et le dernier qu'on vient de faire pour la dernière promo, là, stratégie de financement et pitch. Alors, je vois des questions. Combien de projets? Je ne l'ai pas dit, Jean-Baptiste, merci pour la question. Il y a 10 structures accompagnées chaque année. Combien de candidatures habituellement reçues?
je crois que l'année dernière, on avait dû recevoir 25 candidatures à peu près. Voilà, cette année, il y en aura peut-être encore plus. Voilà, donc ça, c'est les séminaires dont vous serez informés au moins 2-3 mois à l'avance du séminaire suivant en termes de date et de lieu. Et sur les lieux, précision que j'ai pas écrit là, c'est que ce sont des séminaires qui sont tournants en termes de territoire, puisque le premier séminaire a lieu à Lyon et ensuite on va être à la fois à Grenoble, à la fois à Saint-Étienne, donc les deux territoires sur lesquels les métropoles nous soutiennent. Et le dernier séminaire a lieu sur un territoire choisi en fonction de la typologie géographique de la promotion et des envies aussi de la promotion, voire même peut-être de temps en temps, certaines promotions ont des lieux pour nous accueillir, enfin, certaines personnes ont des lieux pour nous accueillir, donc ça peut aussi se passer chez un des entrepreneurs. Le calendrier de l'appel à projet de changement d'échelle, enfin voilà, du programme. Donc, le comité de sélection aura lieu normalement le 15 mai à Lyon. J'attends des confirmations des partenaires, mais normalement, ça sera cette date-là. Je vous le reconfirmerai, mais vous pouvez d'ores et déjà noter la date. Et ensuite, voilà, je vous l'ai dit, début d'accompagnement. L'accompagnement se termine au mois de mars. C'est un événement de clôture au mois de mars. Est-ce qu'il y a d'autres questions que celles qui ont été écrites? On va finalement terminer un petit peu en retard. Ok, ça a l'air d'aller. Et donc, pour clôturer, les informations sur l'appel à projet. Donc, ça, c'est à nouveau, oui, on vous enverra les slides, Caroline, bien sûr. C'est à nouveau le calendrier des deux programmes, donc qui reprennent beaucoup de choses qu'on s'est déjà dit. L'appel à projet a donc lieu jusqu'au 31 mars. On fait à nouveau une réunion d'infos pour les candidats et les entrepreneurs sociaux qui se questionnent sur le programme le 20 mars. Donc, si vous avez des entrepreneurs sociaux autour de vous qui se questionnent, n'hésitez pas à leur suggérer de s'inscrire. Et puis, si vous avez à nouveau des questions, ce sera plus une session de questions-réponses un peu dynamique. On étudiera les candidatures courant avril-mai. Et puis, donc, comité de sélection le 15 mai pour changement d'échelle et le 20 mai pour le programme développement. Et puis, les premiers séminaires collectifs au mois de juin. Comment participer? En allant sur le site de Ronalpia, vous retrouverez la page de l'appel à projet, enfin des appels à projet. C'est une page commune pour les deux appels à projet, sur lesquels vous pourrez donc retrouver beaucoup d'informations qu'on vous a partagées ici, et puis vous préinscrire sur le site. Cette préinscription, elle vous permet de recevoir le dossier de candidature. Nous, elle nous permet aussi d'avoir quelques petites informations très courtes, hein, ça prend vraiment 5 minutes, sur vous et de pouvoir vous recontacter si on sent que ça vaut le coup d'échanger à cette phase-là. Ensuite, vous préparez votre candidature. La candidature, elle se remplit en ligne sur un formulaire, mais quand vous recevez le mail suite à votre préinscription, on vous envoie le dossier en version Word et PDF pour que vous puissiez travailler en brouillon dessus. Mais il faut bien reporter vos réponses en ligne sur le formulaire avant le 31 mars. Et pendant toute cette période-là, si besoin, on peut échanger ensemble. Une fois qu'on a reçu votre dossier de candidature et à la clôture de l'appel à projet, nous, on lit toutes les candidatures, on fait des retours quand vraiment les critères sont pas du tout respectés. On fait un retour et on essaie toujours de réorienter vers d'autres ressources d'accompagnement. Et puis, quand vous passez cette étape de présélection, on fait un entretien de présélection qui nous permet d'approfondir certaines questions, de répondre à vos questions si vous en avez également. Et à partir de là, on fait pour chaque programme une présélection de structures qui iront en comité de sélection. Donc, sur les deux dates que je vous ai annoncées, ces comités de sélection ont réuni un certain nombre de partenaires qui vont vous écouter, présenter votre projet, défendre votre projet, vous questionner un petit peu et ensuite, à la fin de la journée, choisir la promotion qui sera accompagnée dans chacun des programmes. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions suite à tout ça? Bon, ça va pour Morgane, pour Apolline aussi. Pour Lucie aussi. Ok. J'en profite pour juste vous glisser. Ah, on a oublié les photos, désolé. Les deux, enfin voilà, vous avez nos contacts à la fin de la présentation, donc on va bien mettre à jour avec les photos de chacun. Et donc effectivement, on va renvoyer à toutes les personnes inscrites le replay de ce temps-là et puis surtout la présentation et
du coup les liens YouTube pour que vous écoutiez les entrepreneurs qui sont actuellement en fin d'accompagnement chez nous. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture ici. Merci beaucoup pour ces informations, Marie. Avec plaisir. Et Nicolas vous remet le lien de la page de l'appel à projet dans la conversation. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour la suite des événements et n'hésitez pas à nous recontacter si des questions émergent plus tard. Merci à vous. Bonne journée. Merci À beaucoup. bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée. Attends.